Bonjour et bienvenue, c'est Darius de VK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Alors, dans le dernier épisode en rapport avec les capteurs, CMOS, j'avais un petit peu dégrossi le sujet et il restait la partie, on va dire, la plus délicate à aborder en rapport avec les temps d'exposition minimal, maximal, avec le bruit de lecture, l'homme glow, l'efficacité quantique, enfin voilà, il y a tout un tas de choses un peu plus compliquées à maîtriser pour bien choisir son capteur. Et c'est ce qu'on verra tout de suite, juste après le générique. Bon, donc comme cet épisode fait suite à cet épisode-là, eh ben, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le visionner avant cette vidéo-là. Et si vous l'avez visionné, et bah du coup, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, après, quand on regarde les caractéristiques, on trouve généralement donc, le temps d'exposition maximal et minimal. Donc, par exemple, pour ces deux caméras-là, le temps d'exposition maximal, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, selon les caméras, ça peut être 5 minutes, peut-être un quart d'heure, enfin voilà, ça dépend. Et par exemple, dans le cas de celle-là, le temps d'exposition maximal, pour faire une photo, c'est 33 minutes. Et à contrario, on a donc le temps d'exposition minimal. Donc lui, il est plutôt exprimé en microsecondes ou en millisecondes pour les anciennes générations de caméras. Et donc là, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir des caméras super rapides ou des caméras qui peuvent être super lentes. Quand on fait de l'autoguidage, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir des capteurs qui peuvent avoir des temps de pause extrêmement rapides ou extrêmement longs. Par contre, si on veut utiliser cette même caméra pour faire de l'imagerie planétaire, on a de la turbulence atmosphérique qui fait que l'image bouge en permanence. Et donc si on veut figer l'atmosphère, on a intérêt à avoir le temps d'acquisition le plus court possible. Et donc c'est là où on a besoin d'un temps minimal qui est très court. Et pour ce qui est du ciel profond, c'est exactement l'inverse. On va capter, enfin les objets du ciel profond sont très peu lumineux, et donc du coup, il faut exposer pendant plusieurs minutes pour capter suffisamment de photons pour que le signal reçu en provenance de l'astre soit plus fort que le bruit naturel de la caméra. Alors quand je parle du bruit, c'est le bruit thermique, le bruit numérique, enfin voilà. Quoi qu'il en soit, on a besoin de poser longtemps. Donc une caméra qui a, voilà, celle-ci a une plage extrêmement grande, puisque c'est de 0,32 microsecondes jusqu'à 33 secondes. Alors que la plage, donc en fait la durée d'exposition minimale et maximale de cette caméra-là est nettement plus court. Alors le temps d'acquisition minimal, c'est le même, mais pour le maximal, elle va saturer beaucoup plus rapidement. Elle va saturer au bout de quelques minutes. Donc vous l'aurez compris, un temps d'acquisition très court, c'est très important pour le planétaire, ou le lunaire, ou l'imagerie solaire. Et un temps d'exposition maximale très long, ça va être un avantage pour le ciel profond. Mais évidemment, donc, les possibilités du capteur ne sont pas les seuls points influents sur la durée d'exposition maximale ou minimale de la caméra.
puisque si on peut acquérir énormément de grandes images, il faut que ces images puissent sortir de la caméra via l'USB. Donc si vous avez de l'USB 1 ou 2, ces images à haute cadence n'arriveront jamais à sortir de la caméra. Alors il y a, voilà, donc au niveau des caméras, on trouve des buffers parfois, mais ça permet juste de stocker un certain nombre d'images. Et de toute façon, voilà, au bout d'un moment, même si le capteur permet de faire des acquisitions ultra rapides, la caméra ou l'ordinateur qui sera branché derrière n'arrivera pas à suivre. Et donc c'est pour ça que certaines caméras, donc là c'est plus lié aux caméras et pas aux capteurs, mais sur bon nombre de caméras, on a ce qu'on appelle un ROI, Region of Interest. Et donc sur ce capteur de 20 mégapixels, on peut très bien choisir que 1 mégapixel, ou même pas, un quart de mégapixels. Et donc voilà, on va pas s'amuser à envoyer toute l'image, mais juste un petit bout de l'image. Et donc là, ça permet évidemment d'augmenter considérablement la vitesse d'acquisition. Mais évidemment, avec ce principe-là, on ne pourra pas aller au-delà des performances naturelles du capteur. Donc c'est aussi bien lié au capteur qu'à l'électronique qu'il y a derrière, dans la caméra et au niveau de l'ordinateur. Mais tout ça, ça joue sur la vitesse de la caméra. Donc on parle de FPS, frame per second, donc le nombre d'images par seconde. Et la vitesse d'acquisition de la caméra, le 8e point, est intimement lié au 9e point, qui est la profondeur de bits. Alors, chaque caméra CMOS possède un convertisseur au niveau de chaque pixel, un convertisseur analogique numérique. C'est-à-dire ce qui se passe ici, c'est que des photons vont frapper la puce qui est là, elle va convertir ces photons en électrons, et un convertisseur analogique numérique va compter, on va dire, le nombre d'électrons qui a capté chaque pixel, chaque photosite, et renvoyer une valeur numérique. Et donc cette valeur numérique sera codée soit sur 8 bits pour les caméras les moins performantes, soit sur 16 bits pour les nouvelles générations de caméras. Donc, par exemple celle-ci, elle peut envoyer des images soit en 10 bits, soit en 12 bits. Donc en 8 bits, on a juste 256 niveaux de gris pour les capteurs monochromes, ou 256 niveaux de rouge, ou de vert, ou de bleu pour les caméras couleur. Celle-ci, donc c'est une 10 bits. Donc là, on a 10 bits pour un mode de fonctionnement avec des images, on va dire, grandes, et pour des images plus petites, on peut monter à 12 bits. Donc 10 bits, c'est 1024 niveaux de gris, et 12 bits, c'est 4096 niveaux de gris. Et donc les dernières générations de caméras qui ont 16 bits, elles peuvent monter carrément à plus de 65 000 de niveau de gris. Et sur l'une de ces deux caméras, la puce est associée, elle a des convertisseurs analogiques numériques de 14 bits. Donc 14 bits, c'est plus de 16 000 niveaux de gris. Donc je crois que c'est le cas de cette ASI 178 mm. Donc là, je crois que le capteur il est en 14 bits. Et du coup, quand on a 16 000 niveaux de gris, puisque c'est une caméra monochrome, et forcément, on va capter beaucoup plus de nuances de gris, 4 fois plus, que sur cette caméra-là.
Alors elle, pour le coup, elle est couleur, mais il n'empêche que voilà, la couleur, elle est codée, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la résolution et de la vitesse de transfert. Donc c'est soit en 10 bits, soit en 12 bits. Donc 1000 ou 4000 niveaux de gris, en arrondissant. Et donc, on arrive au 10e paramètre en rapport avec les capteurs, c'est le bruit de lecture. C'est-à-dire que quand le convertisseur analogique numérique va lire les données de chaque pixel de la caméra, et ben, il y aura un bruit de lecture. Donc le bruit, ça va se traduire par des petites variations de luminosité et ça va produire des grains disgracieux sur l'image. Alors évidemment, on a intérêt à avoir des caméras qui ont le bruit de lecture le plus bas possible. Ça va de soi. Alors, en début de la vidéo, j'avais parlé de la taille des photosites, la taille des pixels de la caméra. Et j'avais dit que voilà, les gros photosites, c'est beaucoup mieux que les petits photosites. Donc là, on est sur 2,4 micromètres. Et sur ce Sony A7S, on est plutôt sur du 9 micromètres. Et donc, pourquoi les gros pixels sont mieux? Donc, j'avais expliqué voilà, tout un tas de raisons, mais il y en a encore une autre. C'est ce qu'on appelle la Full Well Capacity. Donc, le Full Well Capacity, c'est le puits de capacité maximale. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et bien, tout simplement, un photosite qui est gros va potentiellement pouvoir emmagasiner beaucoup plus de photons, enfin, beaucoup plus d'électrons que un tout petit capteur. Plus le photosite est petit, plus sa capacité à emmagasiner des électrons sera petite. Alors selon les capteurs, cette capacité n'est pas du tout la même. Donc là, on a des photosites de 2,4 micromètres. Là, on en a des photosites de 2,4 micromètres. Donc on pourrait se dire que celle-là a une capacité à accumuler de photons ou d'électrons qui est plus grande. Mais la technologie du capteur fait que c'est pas vrai. Mais c'est parce que donc le capteur ici est meilleur que le capteur qui est là. Donc globalement, plus un capteur est petit, plus sa capacité à emmagasiner des électrons est faible. Mais voilà, il y a des exceptions. Et donc c'est pour ça qu'il faut regarder les notices. Et enfin, on trouve le 12e paramètre en rapport avec les capteurs, c'est l'efficacité quantique. Pour faire simple, c'est la capacité du capteur à transformer les photons en électrons. Puisque idéalement, on aurait pu espérer que pour chaque photon reçu, on peut comptabiliser un électron dans le capteur sur le pixel. Dans la pratique, c'est pas vrai. Et donc, ce rendement quantique définit combien faut-il de photons pour générer un électron. Alors, dans la pratique, si on convertit les 100 photons reçus en 100 électrons,
là on serait sur un rendement théorique de 100%. Dans la pratique, les anciennes générations de caméras avaient des rendements quantiques, on va dire de 50-60%. Aujourd'hui, on est plutôt dans la zone des 70 à 85%, voire un peu mieux pour les dernières générations de capteurs. Enfin, quoi qu'il en soit, on s'approche du rendement quantique maximal, puisque donc voilà, sur cette caméra-là, avec 84% de taux de conversion, de rendement quantique, on est quand même déjà très bien et on comprend bien qu'on s'approche de la limite. Tout ça pour dire que la technologie CMOS a énormément progressé et on arrive pratiquement au bout de cette technologie. Donc en termes de rendement quantique, voilà, on ne peut jamais atteindre les 100%, on peut juste s'en rapprocher, et là on est déjà très proche. Alors les nouvelles générations de capteurs, là où on peut encore jouer, c'est sur la taille des puces, le nombre, enfin, la profondeur de bits. Et donc de plus en plus, les capteurs ont tendance à tendre vers les 16 bits, qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est pour ça que les capteurs 16 bits sont hors de prix. Mais c'est une technologie qui a quand même très bien progressé. Et donc c'est pour ça que je vous recommande plus du CMOS que du CCD, parce que c'est une technologie qui a fait un énorme pas en avant au cours des 10 dernières années. Et on est rendu pratiquement au bout de ce qui est possible. Alors, il y a encore un domaine où les capteurs CMOS peuvent faire de grands progrès, c'est sur la résolution. Puisque donc dans les téléphones Samsung S20, aujourd'hui on trouve des appareils photo qui ont plus de 100 millions de pixels. Donc une résolution à 5 fois meilleure que cette caméra, avec une puce nettement plus petite. Et donc on peut se dire, du coup, ce téléphone dans le noir ne fera jamais de bonnes photos. Et en fait, si, il arrive à faire des photos correctes, parce que derrière le capteur, il y a l'électronique. Et donc l'électronique permet d'amplifier ce qu'on appelle le gain du signal fourni par le capteur. Donc là, il y a encore une marge de progression. Et donc là, on pourrait se dire, voilà, on a énuméré les 12 paramètres ou les 12 caractéristiques en rapport avec les capteurs des caméras astronomiques. Et donc avec ça, on est paré pour aller choisir la meilleure caméra possible qui fera tout ce qu'on veut. Donc du all sky, du météore, du lunaire, du planétaire, du solaire et même du ciel profond à un prix abordable qui rentre dans notre budget. Donc là déjà, une caméra qui fait tout ça correctement, elle va couper un bras. Mais ce n'est pas tout. Il y a un paramètre, une caractéristique du capteur que les constructeurs de caméras et les vendeurs de caméras ne parlent pas. Parce que ce paramètre est très peu flatteur. Sur le papier, lampe glow, que ce soit chez ZWO ou chez tous les revendeurs de cette caméra-là, il n'est nulle part question de cette 13e caractéristique maudite. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux amp glow? Donc si on traduit, c'est la lueur d'amplification. Et en fait, le capteur est sensible à la lumière. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique. Tout comme la chaleur. La chaleur, c'est la même onde électromagnétique, mais avec des longueurs d'onde plus longues, dans l'infrarouge. Et ces capteurs sont sensibles aussi bien à l'infrarouge qu'à la lumière visible et à l'ultraviolet.
Et donc malheureusement, quand le capteur va fonctionner, il va chauffer. Et ça va produire cette fameuse lueur d'amplification qui va pourrir un peu l'image du capteur. Et donc sur ce capteur-là, lampe glow, il se trouve essentiellement en bas et en haut du capteur. Donc si on coupe un peu l'image en haut, en bas, on peut se débarrasser de cette lampe glow. Sur d'autres capteurs, lampe glow est parfois dans les coins ou dans un coin donné. Et sur cette caméra-là, lampe glow, il traverse le capteur de part en part. Cet lampe glow, donc comme il est sensible à la température, donc déjà si vous prenez une caméra qui n'est pas refroidie, cette lampe glow, au fur et à mesure de la soirée, la température va chuter, et donc si la caméra n'est pas régulée en température, quand vous allez faire vos darks, ils ne seront pas à la même température que vos images, et vous aurez un résidu de lampe glow sur votre image. Et ça va être moche. Alors quand on a beaucoup de signal, lampe glow devient entre guillemets négligeable, mais si vous faites des objets vraiment difficiles à avoir, et si vous ne mettez pas le temps d'acquisition qui va bien parce que vous gérez mal l'autoguidage et ainsi de suite, ou tout simplement parce que vous ne savez pas gérer l'autoguidage, lampe glow il va vous embêter. Et donc ce 13e maudit paramètre des capteurs, les constructeurs et les vendeurs n'en parlent pas. On peut avoir des informations que sur les forums spécialisés. Donc voilà le petit bémol de ces caméras-là. Et donc cette caméra-là, sur le papier, elle est excellente en ciel profond, elle est excellente en planétaire. C'est presque une caméra parfaite. Alors d'après les données constructeurs et vendeurs, on ne peut pas faire du All Sky Meteor et on ne peut pas faire de l'autoguidage. Dans la pratique, si on sait s'y prendre, on peut même les utiliser dans ces deux cas-là, ce qui serait grotesque, mais on peut très bien le faire. Mais bon, ça on en reparlera une autre fois. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Là où le bas blesse, c'est sur ce fameux lampe glow. Et donc, n'achetez jamais cette caméra-là en modèle non refroidi. Et même en version refroidie, ce problème, il n'est pas négligeable. Et donc, si je l'aurais su, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Après, ZWO gère lampe glow sur ce capteur d'une certaine manière. Peut-être que d'autres constructeurs le gèrent avec l'électronique qu'il y a derrière. Peut-être qu'ils le gèrent mieux. Donc j'aurais aimé avoir une Altair avec le même capteur pour voir ce que ça donne. Bon, quelque part je me dis, voilà, ils feront pas forcément des miracles. Mais il se peut que certains constructeurs fassent mieux que d'autres. En fait, le capteur c'est une chose, l'électronique qu'il y a derrière, c'en est une autre. C'est pour ça que d'un constructeur à l'autre, on peut avoir avec le même capteur des performances plus ou moins différentes. Bon, donc évidemment, avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui sur les capteurs, vous allez me dire que vous n'êtes pas forcément plus avancé pour choisir votre caméra. Mais ce qu'il faut voir, c'est que voilà, le choix d'une caméra il y a 2 ans, c'est pas le même choix qu'on pourrait faire aujourd'hui, et ce ne sera sûrement pas le même choix qu'on pourra faire dans 2 ans ou plus tard. Par contre, donc les caractéristiques des caméras, enfin des capteurs CMOS, au moins avec cet épisode-là, vous savez justement à quoi correspond chacun des paramètres et sur quoi il va jouer. Et donc du coup, ça va vous aider dans le choix de votre caméra idéale. Puisque évidemment, la caméra idéale dépend de l'usage qu'on va en faire derrière. Et bien sûr, il n'y a pas que l'usage de la caméra, puisqu'il y a aussi votre budget. C'est surtout lui qui va limiter vos choix. Mais au moins, là, vous êtes paré pour lire
les documentations techniques en rapport avec les caméras et choisir celle qui sera la meilleure pour vous et pour votre budget. Donc si vous avez appris des choses, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager sur les différents forums d'astronomie. Si cette vidéo vous a été utile, elle le sera certainement utile pour d'autres. Et donc le meilleur moyen de faire découvrir cette vidéo aux autres, c'est de la partager sur les différents groupes astro, sur Facebook ou ailleurs. Et donc je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Et en ce qui concerne les caméras astronomiques, vu que j'ai 3 caméras, du coup dans les prochains épisodes, on va parler de chacune de ces caméras. Et avant d'attaquer les 3 épisodes sur ces 3 caméras que je possède, il y aura encore un épisode qui va parler un petit peu du gain. Donc du gain, ça c'est le plus lié à l'électronique qu'au capteur. Mais voilà, on peut se poser la question comment régler le gain de la caméra, puisque sur toutes ces caméras-là, on peut régler le gain entre 0 et une certaine valeur. 300, 450, voire plus. Donc autant sur les appareils photo, on parle pas de gain, mais de ISO, et c'est normalisé. Autant sur les caméras astronomiques, chaque constructeur fait ce qu'il veut au niveau du gain. Enfin, le gain n'est pas une valeur universelle. Et donc, outre le fait qu'il ne soit pas une valeur universelle, on peut aussi se demander comment le choisir. Puisque pareil, si on met le gain trop faible, il va se passer des choses. Si on met un gain trop fort, il va se passer autre chose. Et comme toujours, ce serait une question de compromis pour bien choisir le gain pour tirer le meilleur parti de votre caméra. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc, pour ne pas le rater, abonnez-vous, activez la notification, la petite cloche. Et puis je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.